Bienvenue dans The Forge Conversations. Si vous êtes avec moi depuis le premier épisode, merci d'avoir fait ce chemin jusqu'ici. Si vous vous souvenez, dans le tout premier épisode de cette série, je vous avais demandé d'imaginer un orchestre. Je vous disais qu'on peut faire un parallèle entre le leader et le chef d'orchestre qui contrôle des dizaines d'instruments à la fois. Les priorités et les parties prenantes, les échéances et les attentes, tout ça, ça exige de la cohérence. C'était intéressant de visualiser le leader au centre, essayant de garder tout en mesure, avec des moments d'intensité et des moments de respiration. Au fur et à mesure que notre parcours a traversé Focus, Overcome, Reinvent et Grow, j'ai pensé à une autre métaphore. Le leadership, c'est pas seulement de la coordination, c'est plutôt un mouvement à travers des conditions que vous ne choisissez pas. C'est des incertitudes qui refusent de se résoudre, c'est de l'adaptation encore et encore à des situations qui changent sans cesse. Vous devez décider d'une chose pendant que vous réfléchissez encore à la précédente. Et pour ça, l'orchestre ne nous suffit plus. Pour ça, il va nous falloir un voilier. Regardez la différence. Le chef d'orchestre, il contrôle le tempo. Avec un mouvement de la main, il fait obéir tout un groupe de musiciens. Le marin, lui, s'il fait un mouvement de la main, il ne va pas se passer grand-chose. Le marin, il ne commande pas le vent, il ne négocie pas avec le courant, il ne vote pas sur la météo. Le marin, il apprend à composer avec des forces totalement indifférentes à n'importe quel plan qu'il aurait pu préparer. Je suis Alain Quadou, j'étudie ce qui se passe lorsque les êtres humains restent trop longtemps sous pression. L'érosion invisible qui survient avant que quiconque, y compris la personne elle-même, ne remarque que quelque chose s'est déréglé. Dans cette série, nous explorons le cadre Forge, une architecture en 5 parties pour les leaders qui naviguent dans le territoire que j'appelle le drift. Cette longue période silencieuse où la performance reste extérieurement intacte pendant que quelque chose d'essentiel se fragmente en dessous. Dans nos épisodes précédents, nous avons exploré Focus, la récupération de la clarté attentionnelle lorsque tout s'est mis à rivaliser au même moment. Overcome, le travail d'identifier les fardeaux que nous portons et de développer le discernement pour savoir lesquels nous appartiennent encore. Reinvent, la mise à jour délibérée du système d'exploitation interne à travers lequel un leader pense, se régule, décide et définit le succès. Et Grow, la reconstruction des conditions dans lesquelles un développement durable devient possible. Aujourd'hui, nous entrons dans le 5e et dernier mouvement, la lettre E. E comme Excel. Avant d'avancer, je voudrais vous montrer la différence entre Grow et Excel. Grow consiste à élargir et régénérer votre capacité intérieure. Excel consiste à déployer cette capacité avec discernement au moment où elle rencontre la réalité du terrain, c'est-à-dire les résultats attendus, les arbitrages, la pression du quotidien. Le développement et la performance, c'est deux choses différentes. Beaucoup de leaders traversent des phases où ils se développent, mais ils sont moins nombreux à savoir exprimer le résultat de ce développement avec constance dans la durée. Retenez cette remarque, parce qu'à la fin de l'épisode, je vais vous suggérer quelque chose qui pourrait recadrer tout le parcours Forge. L'idée que peut-être, il n'a jamais vraiment été question de performance, il a peut-être toujours été question de navigation. Revenons au concept qui a porté toute cette série, le drift. On a commencé dans les premiers épisodes par un leader qui perdait lentement le contrôle. Il ne le perdait pas à cause d'un échec unique, mais à cause d'une accumulation, une pression chronique qui ne relâchait jamais tout à fait sa prise, des réactions devenues automatiques, déclenchées, avant qu'aucune vraie pensée n'arrive à les neutraliser. Une attention qui se rétrécissait semaine après semaine jusqu'à ce que l'horizon soit réduit à la prochaine réunion, le prochain échange avec sa hiérarchie, la prochaine urgence. Et derrière tout ça, la lente perte d'intentionnalité. La disparition discrète de la question importante et pourtant vraiment simple. Au départ, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est ça le drift. La perte progressive de cohérence interne pendant que la performance extérieure paraît encore intacte. Les chiffres tiennent, le leader tient, mais à l'intérieur, quelque chose se déplace discrètement. Voici maintenant une question qui va ouvrir ce dernier épisode. C'est quoi l'opposé du drift ? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est le contrôle. Si drift est porté par des forces que vous n'avez pas choisies, alors la solution est sûrement de prendre les commandes, de resserrer la prise, de maîtriser chaque variable et de ne laisser aucune place au hasard.
Même si le contrôle peut parfois être utile, je voudrais quand même proposer une autre réponse. Parce que le contrôle, pour un dirigeant opérationnel, euh, c'est largement une illusion. Vous ne contrôlez pas le marché, vous ne contrôlez pas le régulateur, ni la géopolitique, ni la chaîne d'approvisionnement, ou même le membre de votre équipe qui va démissionner un mardi matin. En tant que leader, vouloir bâtir la stabilité sur le contrôle, c'est une tâche impossible. L'opposé du drift, ce n'est pas le contrôle. L'opposé du drift, c'est la navigation. Le marin ne prétend pas commander l'océan. Il accepte que le vent fasse ce que le vent fait. Et il choisit à l'intérieur de ça où diriger la proue de son navire. La navigation, c'est l'art d'avancer avec intention à travers des conditions que vous ne pouvez pas dicter. La vraie question de cet épisode, donc, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui permet à certains leaders de naviguer dans l'incertitude, tandis que d'autres en sont lentement consumés? Deux leaders, la même tempête, l'un va arriver à bon port et l'autre sera simplement emporté. C'est quoi la différence entre eux? Alors c'est ce que la science de la performance humaine peut nous aider à comprendre. Allons-y. Deux chercheurs, Vilmar Schoffeli et Arnold Backer, ont passé leur carrière à étudier quelque chose qu'ils appellent l'engagement au travail. Leur question de départ était simple. Quel est le véritable carburant de la performance durable? Qu'est-ce qui maintient les gens pleinement présents dans un travail exigeant, année après année, sans que ça les vide lentement? Ils décrivent l'engagement à travers trois dimensions. La première, c'est la vigueur, l'énergie physique et psychologique, le sentiment d'avoir quelque chose à donner au travail, plutôt que seulement quelque chose à défendre face à lui. Le deuxième, c'est le dévouement, le sens, la signification et la volonté de s'engager parce que le travail se relie à quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et la troisième, c'est l'absorption, être si pleinement à l'intérieur de la tâche que le bruit autour d'elle s'efface. Voici maintenant l'idée que je veux vous proposer, parce qu'elle renverse l'une des hypothèses les plus ancrées du leadership. L'excellence, elle n'est pas soutenue par la pression, elle est soutenue par l'engagement. Imaginez deux directeurs régionaux dans un groupe industriel. Même périmètre, même trimestre brutal, mêmes objectifs impossibles dictés depuis le siège. Le premier fonctionne à la pression. Chaque jour est une menace à sa survie, chaque résultat un verdict sur sa valeur. Il travaille de nombreuses heures, tous les jours, et chaque effort lui coûte quelque chose qu'il ne récupère pas. Le second fonctionne à l'engagement. Les objectifs sont tout aussi difficiles, mais il se relie à quelque chose qu'il trouve réellement digne d'être fait. Il travaille dur aussi, et pourtant, d'une certaine manière, le travail lui rend de l'énergie en même temps qu'il en exige. Beaucoup de leaders confondent ces deux états. Ils prennent la pression pour de l'engagement, parce que les deux produisent de longues heures et une intensité visible. Mais ce n'est pas la même chose. Et la différence se révèle avec le temps. La pression consomme l'énergie, l'engagement en génère. Voici la première question que vous pouvez considérer. Quel carburant brûlez-vous cette semaine? Celui qui vous coûte quelque chose que vous ne récupérez pas? Ou celui qui vous rend de l'énergie en même temps qu'il en demande? Deux cadres, tout aussi capables, sous une tension identique, peuvent terminer l'année dans des conditions complètement différentes. Souvent, la seule différence, c'est le carburant. Il existe un état qui se trouve au cœur même de l'engagement. Il porte un nom que vous avez peut-être déjà entendu, le flow. Le chercheur qui a fait connaître cette idée, c'était Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue hongrois qui a passé des années à poser une question simple. Quand les gens sont-ils le plus vivants dans ce qu'ils font? Ce qu'il a trouvé, c'est un état particulier, accessible aux chirurgiens, aux musiciens, aux joueurs d'échecs et oui aussi aux leaders. Vous avez sûrement vécu cette expérience vous-même. Dans cet état, la performance paraît presque sans effort de l'intérieur, même lorsque de l'extérieur elle paraît tout sauf ça. Le flow a une forme reconnaissable. Il y a un équilibre entre le défi devant vous et la compétence que vous y apportez. Si c'est trop facile, vous glissez dans l'ennui. Si c'est trop difficile, vous tombez dans l'anxiété. Mais quand le défi et la capacité se rencontrent, une porte s'ouvre. La concentration s'approfondit, le temps se déforme, une heure va passer comme quelques minutes. La motivation vient de l'intérieur du travail lui-même,
plutôt que de la récompense qui attend à la fin. Revenons un instant au marin. Le marin en flot, il ne combat pas chaque vague. Combattre la mer, c'est épuisant et inutile. Et puis la mer gagnera toujours. Au lieu de ça, le bon marin, il lit. Il lit le vent sur l'eau, le mouvement des nuages, l'angle du bateau. Il ajuste en continu, légèrement, presque sans délibération, parce que ses compétences et les conditions se sont rencontrées dans une sorte de conversation. J'ai connu un directeur commercial que j'ai accompagné en Chine. Il était plongé dans une négo difficile sur le marché ferroviaire. Ça aurait dû être une vraie épreuve. Il y a passé des heures. Les enjeux étaient élevés, chaque phrase avait du poids. Et pourtant, après coup, il m'a dit quelque chose d'étonnant et qui décrit bien le flow. Il m'a dit que pendant la négociation, il avait complètement perdu la notion du temps. Pendant toutes ces heures, il s'était senti plus clair, plus présent, plus lui-même, plus qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Le défi était immense, mais il avait rencontré en lui quelque chose qui était à la hauteur de ce défi. Cet exemple nous amène à une question que vous pouvez peut-être méditer. Où, dans votre travail, êtes-vous anxieux en ce moment? Où êtes-vous en train de vous ennuyer? Les deux vous disent la même chose. Ils vous disent que le défi auquel vous faites face et votre compétence sont en déséquilibre et que l'un des deux doit évoluer. La performance la plus optimale est souvent moins ressentie comme un effort que ne l'imaginent les observateurs extérieurs. Et donc, la tension, qu'on glorifie si souvent, c'est peut-être un signal qui vous indique que quelque chose est déséquilibré. Voici un autre chercheur, Kay Anders Ericsson. Ses travaux ont transformé notre compréhension de l'expertise. Je vais vous en parler à travers une phrase que presque chaque dirigeant a soit prononcée ou entendue. Je dirige depuis 20 ans. Ça sonne comme un argument, 20 ans d'expérience. C'est sûrement la même chose que 20 ans de maîtrise. Ericsson a passé sa carrière à démontrer que ce n'est pas le cas. Il faut en effet distinguer l'expérience de l'expertise. Parce que certains leaders n'accumulent pas 20 ans de croissance. Ils répètent la même année 20 fois. Les mêmes réflexes, les mêmes angles morts, les mêmes gestes qui se durcissent peu à peu en habitude et puis en identité. L'expérience est réelle, mais le développement s'est arrêté depuis longtemps. Ce qui sépare les deux, c'est ce qu'Erickson appelait la pratique délibérée. Elle a une structure, elle exige du feedback, un signal honnête sur ce qui fonctionne réellement. Elle exige aussi du raffinement, l'ajustement patient de la technique, plutôt que des efforts répétés sans changement. Elle exige aussi de l'expérimentation, la volonté d'essayer ce que vous ne maîtrisez pas encore. Elle exige une amélioration consciente, l'attention tournée délibérément vers votre propre performance, plutôt que seulement vers les résultats qu'elle produit. Imaginez deux leaders qui se préparent pour une présentation pour la direction générale. Le premier fait des présentations depuis 20 ans et il prépare comme il l'a toujours fait. Le second revoit son enregistrement, celui de la dernière présentation, demande à un collègue de confiance à quel moment il a perdu l'attention de son audience, il expérimente avec la structure de son plan et il aiguise délibérément un seul élément à chaque fois. Tous les deux entreront dans cette salle avec de l'expérience derrière eux, mais un seul d'entre eux est en train de se perfectionner. Au fil d'une carrière, cet écart ne va pas rester faible, il va se creuser, année après année. C'est un territoire inconfortable pour les leaders accomplis, et je vais vous dire pourquoi. Plus vous montez en seniorité, moins le feedback vous parvient. La salle devient plus silencieuse autour de vos décisions, les gens vous disent ce qu'ils croient que vous voulez entendre. Le succès même qui vous a élevé commence à vous isoler des signaux dont vous auriez besoin pour continuer de grandir. Alors revenons une dernière fois à notre voilier. L'océan change sans cesse. Les conditions qui ont rendu un marin expert il y a 10 ans ne sont pas les conditions d'aujourd'hui. Le marin qui cesse d'apprendre, qui s'appuie entièrement sur des instincts, ces instincts d'une mère plus jeune, il va finir par voir ses instincts trahir dans des eaux qu'il ne reconnaît plus. Voici donc une question qui mérite réflexion. Est-ce que vous accumulez les années ou est-ce que vous accumulez de la maîtrise? Et si vous constatez que le feedback s'est tu autour de vous, il y a une question plus tranchante. À qui pourriez-vous demander le signal que vous avez cessé de recevoir? Je veux maintenant passer de ce que font les performeurs à ce qu'ils portent en eux. Pour ça,
nous nous tournons vers Fred Lutyens et un concept qu'il a nommé le capital psychologique. Capital, c'est un mot délibéré. On parle aisément de capital financier, de capital social, de capital humain. Lutyens, lui, il soutenait qu'il existe aussi un capital psychologique, une ressource interne, mesurable et constructible, dans laquelle puisent les hauts performeurs. Ce capital a 4 dimensions. La première, c'est l'espoir, pas seulement l'optimisme, mais la croyance précise que des chemins peuvent être trouvés, que lorsqu'une voie se ferme, une autre peut être découverte. La deuxième, c'est l'efficacité personnelle, la confiance en votre propre capacité à gérer ce qui arrive, ancrée dans des preuves plutôt que du faux semblant. La troisième, c'est la résilience, la capacité à se rétablir après un revers, encaisser le coup et rester debout. Et la quatrième, c'est l'optimisme, l'attente que l'effort puisse réellement influencer les résultats, que ce que vous faites n'est pas sans rapport avec ce qui arrive. Le message de Lutyens, il démonte un mythe qui nuit à un grand nombre de leaders. Les hauts performeurs ne sont pas mentalement plus forts parce qu'ils souffrent moins. Ils souffrent, ils sont mis à terre, sont traversés par le doute, vaincus, humiliés, comme tout le monde. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est la qualité de leur rétablissement. Je vais vous donner l'exemple de Gloria. Gloria, c'est une expatriée envoyée piloter le lancement d'une chaîne de magasins de mode sur un marché inconnu, loin de chez elle, loin de son réseau. Elle fait tout dans les règles de l'art et pourtant le lancement échoue. Il échoue pour des raisons qui n'ont jamais été tout à fait entre ses mains. Le leader sans capital psychologique dirait cet échec comme un verdict. Le marché a parlé et il a parlé d'elle. En conséquence, elle continue à dériver. Une leader dotée de capital psychologique, et c'est le cas de Gloria, lit ce même échec comme une information. L'espoir lui dit qu'une autre route existe, l'efficacité lui dit qu'elle est capable de la trouver, la résilience lui permet d'encaisser le coup sans s'effondrer. L'optimisme lui dit que le prochain effort vaut la peine. L'échec est identique, ce qui fait la différence, c'est le rétablissement. Donc voilà une nouvelle question que vous pouvez considérer. Après votre vrai dernier revers, avez-vous travaillé le rétablissement ou avez-vous travaillé le verdict? Et le côté qui nous intéresse dans les travaux de Lutyens, c'est que ces 4 ressources, espoir, efficacité, résilience, optimisme, ce ne sont pas des traits fixes que vous auriez reçus ou non à la naissance. Ces ressources peuvent se construire. Ça nous amène au modèle qui consolide tout l'épisode. Dans le mouvement précédent, gros, on a exploré les conditions psychologiques qui nous permettent de nous développer. L'autonomie, la compétence, l'appartenance. Une fois ces capacités présentes, il faut se demander comment il sera possible de maintenir dans la performance jour après jour, dans des environnements réellement exigeants. Pour le comprendre, il nous faut un autre modèle. Ce modèle s'appelle le modèle des exigences et des ressources de l'emploi. Job Demands Resources Model. Si Gros consistait à créer des conditions du développement, alors Excel consiste à opérer à l'intérieur de ces conditions jour après jour d'une manière qui dure. Et ce modèle nous donne la mécanique pratique, la façon dont ça peut se faire. Le modèle part d'une simple observation. Chaque leader, dans chaque rôle, fait face à 2 forces à la fois. D'un côté, les exigences, la pression, les échéances, la complexité, le poids de la responsabilité qu'accompagne un poste à responsabilité. De l'autre, les ressources, l'autonomie, le soutien des autres, votre propre compétence, une vraie récupération et le sens de la conviction que l'effort se relie à quelque chose qui compte. Maintenant, regardons ces 2 forces côte à côte. Quand les exigences excèdent continuellement les ressources, le résultat avec le temps est le burn-out. Le navire prend plus l'eau qu'il peut en évacuer et finit par couler, quelle que soit l'habileté du marin. Mais quand les ressources suffisent à soutenir les exigences, il se passe quelque chose de très différent, l'engagement. Les mêmes exigences qui auraient noyé un leader sous-équipé deviennent pour un leader bien équipé un défi qui vaudra la peine d'être relevé. Ce que je voulais surtout retenir avec vous, c'est l'enseignement pratique de cet apport scientifique. Une grande partie de la culture du leadership est obsédée par la réduction des exigences. Faut faire moins, savoir dire non, protéger son agenda. C'est logique, il y a de la sagesse dans cette approche. Le problème, c'est que pour un cadre industriel senior ou un dirigeant en mission internationale, les exigences sont souvent non négociables. Le marché ne va pas ralentir pour votre bien-être.
Ce que vous pouvez construire délibérément, c'est le côté ressources de l'équation. Plus d'autonomie là où vous pouvez la trouver, un soutien plus solide autour de vous, une vraie récupération plutôt qu'une mise en scène de récupération, et du sens reconnecté, rendu, nouveau à la conscience. Voilà donc la question à se poser. Parmi vos ressources, autonomie, soutien, récupération, sens, quelle est celle que vous pourriez commencer à reconstruire en premier? Mettez cette question de côté, on y reviendra avant de se quitter. Revenons au voilier une dernière fois et regardons tout le parcours depuis le port. Avec cette métaphore, on verra que chaque lettre de forge est en fin de compte un mouvement d'un même voyage. Focus, c'était choisir la direction, décider où pointer la proue quand 1000 voix criaient 1000 directions à la fois. Overcome, c'était délester le navire de ses fardeaux inutiles, relâcher ce poids que nous portons par habitude depuis longtemps et longtemps après qu'il a cessé de nous appartenir. Reinvent, c'était réparer le navire lui-même, reconnaître que la structure bâtie pour des eaux plus calmes était devenue inadaptée aux nouvelles conditions et avoir le courage de la reconstruire. Gros, c'était renforcer l'équipage et améliorer les voiles, bâtir les conditions, les ressources, la capacité pour que le bateau puisse porter davantage sans se briser. Et Excel, c'est l'acte de navigation lui-même. Faire le voyage, lire les conditions, ajuster en continu, avancer avec intention à travers une mer que vous ne commanderez jamais. Ça nous ramène à la pensée que j'avais posée au tout début de cet épisode. Peut-être Forge n'a jamais vraiment porté sur la performance au sens étroit. La performance a toujours été le résultat visible. La navigation était la capacité plus profonde. Parce que la performance est ce que les autres observent et la navigation est ce qui lui permet de durer. Au début de cette série, on avait rencontré un leader qui dérivait, la pression fixait sa direction, les attentes fixaient le rythme, l'urgence fixait les priorités, et peu à peu, presque imperceptiblement, cette personne commençait à disparaître derrière le rôle. À travers Focus, il a retrouvé une direction. Overcome, il a relâché les fardeaux qui avaient cessé de lui appartenir et qui l'alourdissaient. À travers Reinvent, il a redessiné les structures que la pression avait discrètement rendues obsolètes. À travers Grow, il a reconstruit les conditions de son propre développement et maintenant, nous voici arrivés à Excel. Excel, c'est pas la fin du voyage. Excel, c'est une manière de voyager. Qu'est-ce que l'excellence n'est pas? L'excellence, c'est pas la perfection. Et le leader qui attend des conditions parfaites peut attendre éternellement. L'excellence, c'est pas la réussite constante. C'est pas une ligne ininterrompue de victoire sans revers et sans rétablissement. Et l'excellence, c'est certainement pas le simple fait de travailler plus dur que tous ceux qui vous entourent, en brûlant un carburant qui ne se reconstitue pas. L'excellence, c'est l'expression durable de vos capacités au service de ce qui compte le plus. Elle est durable parce qu'elle peut se porter pendant des années plutôt que des semaines. Elle est l'expression de vos capacités parce qu'elle tire quelque chose de vous plutôt que seulement user quelque chose en vous. Et ce quelque chose est au service de ce qui compte. Parce que sans ça, même la plus haute performance n'est qu'un drift bien déguisé. Vous vous souvenez de la question que je vous ai demandé de mettre de côté? C'était parmi vos ressources, autonomie, soutien, récupération, sens, quelle est celle que vous pourriez commencer à reconstruire en premier? Alors voici l'outil que je propose, et il tient en 3 temps. D'abord, parmi vos 4 ressources, autonomie, le soutien, la récupération et le sens, choisissez celle qui s'est le plus érodée ces derniers mois, une seule. Ensuite, identifiez une action précise, concrète, que vous pourrez accomplir cette semaine pour commencer à la reconstruire. Une conversation à provoquer, une plage horaire à sanctuariser, une demande à formuler. Et pour terminer, ouvrez votre agenda maintenant et donnez à cette action un jour et une heure avant vendredi prochain. Vous ne choisissez pas toujours la taille de la tempête, mais vous avez bien plus de prise que vous ne le pensez sur la solidité du bateau. En quittant cette série, je vous propose d'emporter 5 questions. Pas 5 réponses, 5 questions. Quel carburant brûlez-vous? Comment se porte l'équilibre entre vos défis et vos compétences? Accumulez-vous des années d'expérience ou de maîtrise? Travaillez-vous le rétablissement ou le verdict? Et laquelle de vos ressources avez-vous choisi de reconstruire en premier?
Un navigateur qui continue de se poser les bonnes questions n'est jamais tout à fait à la dérive. Voici la dernière chose que je veux partager. Le vent ne disparaîtra jamais. Les tempêtes ne disparaîtront jamais. L'incertitude ne disparaît jamais. Si vous attendez que les conditions se calment pour pouvoir enfin diriger comme vous le souhaitez, vous n'y arriverez pas. Elles ne se calmeront pas. La mer est la mer. Ce qui change, c'est votre relation à elle. Et c'est peut-être là le véritable opposé du drift. Pas le contrôle, mais la navigation. C'est peut-être aussi pourquoi l'image de l'orchestre ne suffisait pas tout à fait. Un orchestre joue dans un environnement maîtrisé. Un voilier avance à travers l'incertitude. La partition impose le tempo, le marin lit les conditions. Avec le recul, je crois qu'on avait besoin des deux. Une image qui nous a aidé à comprendre la complexité du leadership et l'autre qui nous aide à comprendre la réalité. Et sur ce, nous arrivons à la fin de la série. Je suis Alain Quadou, j'ai créé The Forge parce que je crois que ce qui se passe avant l'effondrement mérite autant d'attention que l'effondrement lui-même. Que le drift n'est pas une faiblesse. C'est ce que la pression fait aux êtres humains avec le temps. Et je crois que la capacité à le reconnaître tôt et à le traverser avec soin porte quelque chose de rare, la capacité à soutenir non seulement la performance, mais nous-mêmes. Si vous avez reconnu quelque chose de vous dans ce que nous avons exploré au long de cette série, c'est peut-être là que commence le vrai travail. Et si vous souhaitez explorer à quoi pourrait ressembler un recalibrage dans votre propre contexte, vous me retrouverez sur alainquadou.com. C'était The Forge Conversations. Merci pour votre écoute.